Bonjour les premières G4. Chapitre 6, variations génétiques et santé. Alors, la mucoviscidose est une maladie qui concerne entre 6 000 et 7 000 personnes en France et plus de 70 000 personnes dans le monde. Elle est particulièrement présente en Bretagne d'ailleurs, et ce serait dû à une forte consanguinité des populations des générations précédentes. Donc, c'est une maladie génétique dont le gène n'a été découvert qu'en 1989. Et vous voyez là une affiche qui réclame des levées de fonds pour la recherche contre cette maladie. Donc, dans ce chapitre, on va s'interroger sur les relations entre les mutations génétiques et les maladies qui en découlent, ainsi que leur traitement. Grand 1, maladie génétique. Grand A, du génotype au phénotype malade. Donc vous regardez dans votre manuel page 302-303 et vous devez faire un schéma expliquant à un élève de seconde l'origine de la mucoviscidose, avec vos connaissances bien sûr de génétique de première. Alors voilà un schéma que vous auriez pu faire. Vous voyez ici le génotype avec le gène CFTR qui comporte deux allèles, ici CFTR-, CFTR-, et ici CFTR+, CFTR-. Donc, dans le cas d'un individu CFTR-, CFTR-, c'est-à-dire homozygote, on va avoir un phénotype moléculaire qui va être un canal muté. Donc la protéine ici du canal ne laisse pas passer le chlore, alors que chez un individu hétérozygote, on va avoir une protéine normale, non mutée, saine, avec passage du chlore possible. Ça, c'est le phénotype moléculaire, donc au niveau de la protéine qui est codée par ce gène CFTR. Au niveau cellulaire, on va avoir ici un mucus très épais où s'accumulent les bactéries, qui va être donc un mucus propice aux infections, qui va être difficile à évacuer. Dans le cas de l'hétérozygosie, on va avoir un mucus fluide qui est bien fabriqué avec la quantité de chlore qu'il lui faut, donc qui va être facilement évacué et qui ne va pas être propice aux infections. Le phénotype macroscopique, ça va être un individu malade, ici, c'est de phénotype, vous voyez entre crochets CFTR-, et un individu CFTR+, qui est ici sain quand il est hétérozygote. Évidemment, ce phénotype moléculaire, cellulaire et macroscopique va être aussi obtenu avec un homozygote CFTR+, CFTR+. Donc, on peut dire que ici, la mutation, elle a entraîné une protéine dysfonctionnelle qui va empêcher le bon fonctionnement d'un canal cellulaire qui va entraîner un mucus épais alors dans les voies respiratoires, dans les voies digestives, qui va rendre l'individu malade. Donc, vous pouvez noter la mutation, entre parenthèses ancienne, on va y revenir, de certains gènes peut aboutir à la fabrication de protéines dysfonctionnelles, parce que leur structure tridimensionnelle est déformée par exemple, ou que les acides aminés du site actif, donc entre parenthèses le site de liaison ou le site catalytique, fermez la parenthèse, sont différents. Donc cette maladie, elle est génétique puisqu'elle est due à une mutation. Elle est monogénique. Mono, ça veut dire un seul gène, quand elle est due à un seul gène. Elle est autosomique quand le gène concerné ne se trouve pas sur les chromosomes sexuels. Donc les chromosomes qui ne sont pas des chromosomes sexuels sont bien des autosomes. Alors là, je précise, attention, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas germinale. Elle peut être autosomique, mais dans des cellules germinales, qui vont donner des spermatozoïdes et des ovules, et qui vont pouvoir se transmettre éventuellement aux descendants. D'accord? Donc ne confondez pas chromosomes sexuels et cellules germinales. Il y a des chromosomes sexuels dans toutes les cellules, mais toutes les cellules ne sont pas des cellules germinales. Et puis cette maladie, elle peut être récessive dans le cas où il faut que les deux allèles soient mutés
pour déclarer la maladie. Donc il n'y a que les homozygotes pour l'allèle muté qui sont atteints par la maladie, qui sont malades. Les hétérozygotes, on dit qu'ils sont porteurs sains de la mutation. Attention, pas confondre avec porteurs sains d'un virus, hein. Ce n'est pas cette mutation, elle n'est pas contagieuse, bien sûr. Donc les hétérozygotes sont porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils portent le gène, ils vont éventuellement pouvoir transmettre cet allèle muté à leurs descendants, mais eux ne sont pas malades. Alors, je vous ai mis une petite diapo là, rigolote. Vous reconnaissez Hulk pour les lecteurs de bande dessinée, qui donc subit une transformation liée à une irradiation aux rayons gamma. Donc là aussi, c'est une histoire de mutation, hein. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que euh, une mutation, euh, d'une part, elle n'est pas toujours due à un agent mutagène artificiel, hein, elle peut survenir spontanément, aléatoirement. Et d'autre part, c'est pas parce qu'on parle d'une mutation, là, dans le cas de la mucoviscidose, que on parle d'une mutation récente. C'est-à-dire que la maladie, mucoviscidose, elle est issue d'un allèle muté, mais c'est un allèle muté il y a plusieurs générations. Et après, elle est transmise de génération en génération. Par exemple, pour la mucoviscidose, donc, qu'on appelle aussi la fibrose kystique, c'est une pédiatre américaine en 1938 qui a décrit pour la première fois cette maladie comme une entité, une maladie elle-même, pour elle-même. Euh, mais c'était une maladie qui était déjà bien identifiée depuis le Moyen Âge, hein. La mère qui remarquait que quand elle embrassait le front de son enfant, il y avait un goût salé, hein, la maladie, on appelait ça la maladie du baiser salé, elle savait que son enfant était condamné. Et effectivement, jusque dans les années 60, l'espérance de vie d'un enfant atteint de mucoviscidose était de 5 ans. Et maintenant, il est de 40 ans actuellement. Et puis là, on vient l'année dernière, il y a eu une parution d'une trithérapie qui associe 3 médicaments, on va en parler un petit peu après, et qui augmente considérablement l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé des malades, hein, le confort de vie des malades. Grand B, le risque génétique. Donc page 304, vous aviez à faire l'échiquier de croisement pour déterminer le risque génétique de l'individu 3-4. Voilà l'individu 3-4, qui est un enfant à naître, issu d'un couple qui a, donc pour le père, une tante malade de la mucoviscidose, pour la mère, un frère atteint de la mucoviscidose, et ils ont ensemble une fille atteinte de la mucoviscidose. Ce sont des porteurs sains. Ils ont tous les deux transmis l'allèle CFTR- à leur fille, mais eux-mêmes ne sont pas malades. Ils sont donc CFTR+, CFTR-, en termes de génotype. Donc chacun des deux peut transmettre CFTR+ ou CFTR-, que ce soit pour la mère ou pour le père. Donc leur fils ici, 3-2, il va être soit CFTR+, CFTR+, sain, homozygote sain, soit porteur sain, c'est-à-dire non malade, mais porteur du gène défectueux. Leur fille 3-3 est malade, donc elle est homozygote, CFTR-, CFTR-. Pour le fœtus 3-4, les probabilités issues de ce tableau de croisement la montrent qu'il y a 75%, donc 3 sur 4 possibilités d'être non malade, 75% de chance de ne pas être malade et 25% de risque d'être malade. Donc vous pouvez noter, dans le cas d'une maladie monogénique autosomale récessive, en général, hein, seuls les individus homozygotes, entre parenthèses, possédant l'allèle malade en 2 exemplaires, fermez la parenthèse, sont malades. Les hétérozygotes sont des porteurs sains. À la ligne, l'étude de l'arbre généalogique du patient permet d'estimer le risque génétique. Un couple qui a déjà un enfant malade peut être composé de 2 porteurs sains, et le risque de chaque enfant de cette famille d'être atteint par la maladie est de 25%. Point. Parfois, la maladie est absente de l'arbre généalogique. Il peut alors s'agir d'une mutation
de novo. Donc, de novo, ça s'écrit D-E-N-O-V-O. Ça veut dire que la mutation est apparue juste à ce moment-là et qu'elle n'existait pas avant dans la famille. Donc, c'est une nouvelle apparition de la maladie. Si la maladie est génétique, héréditaire, grave et incurable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la soigner, un diagnostic préimplantatoire est proposé dans le cadre d'une fécondation in vitro avec transfert d'embryon. Entre parenthèses, FIVET, c'est-à-dire F-I-V-E-T-E, ça veut dire fécondation in vitro et transfert d'embryon. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir prélever une cellule de l'embryon de manière à faire un test génétique pour savoir quels sont les allèles portés par cet embryon avant de l'implanter dans l'utérus de la mère pour poursuivre la grossesse. Grand C. Des traitements possibles. Donc vous aviez à regarder page 306-309 et à vous demander comment l'espérance de vie d'un malade atteint de la mucoviscidose, en l'occurrence, puisqu'on reste sur cet exemple-là, peut être augmentée et par quels moyens. Alors, vous avez dû voir. Donc, pour traiter les patients, il y a deux options. On peut soigner les symptômes et on peut essayer de guérir la maladie de manière à guérir au niveau génétique. Donc, contrôler les symptômes, ça va être au niveau phénotypique. Guérir, ça va être au niveau génétique. Donc, vous voyez ici qu'on peut soulager les poumons pour qu'ils puissent respirer davantage. Donc, c'est par la prise de médicaments que ça se fait. Je vous ai dit qu'il y a un peu plus d'un an, il y a une nouvelle trithérapie, notamment pour la mucoviscidose, qui a été mise en place et qui est très efficace. Et ça permet d'augmenter considérablement l'espérance de vie des malades, qui est passée, je vous ai dit, de 5 ans à au moins 40 ans maintenant, et qui va considérablement augmenter, on l'espère, avec cette trithérapie. Et puis aussi, on peut contrôler l'environnement de manière à ne pas mettre en difficulté les organes qui sont impactés par la maladie. Donc vous pouvez noter petit 1, soigner, contrôler les symptômes. Pour soulager, entre parenthèses, confort et espérance de vie, fermez la parenthèse, les patients nés avec une maladie génétique, on peut chercher à atténuer les symptômes aux différentes échelles du phénotype, en compensant la fonction altérée, à la ligne, premier tiret, en apportant la protéine dysfonctionnelle ou la molécule qu'elle permettait de fabriquer, par exemple, à la ligne deuxième tiret, en aidant au fonctionnement des cellules ou organes inefficaces ou en les remplaçant. Par exemple, dans le cas de la mucoviscidose, ça peut être le cas d'une greffe de poumon. Évidemment, ce sont des traitements très très lourds. Le dépistage précoce de la maladie permet une prise en charge plus efficace. Petit 2. Guérir. La thérapie génique. Donc là, on va essayer de réparer le gène endommagé dans chaque cellule du corps. Il y a eu des essais qui ont été faits sur la mucoviscidose pour réparer notamment les cellules pulmonaires. Ce sont des essais qui ont été peu concluants, mais dont le principe est exposé dans ce petit schéma-là. Un virus rendu inoffensif va servir de vecteur pour insérer un gène, donc un allèle sain, dans le noyau de la cellule qui va avoir l'information pour fabriquer des protéines CFTR fonctionnelles. Donc c'est très compliqué et ça n'a pas été très très efficace. On peut utiliser d'autres méthodes qui sont encore un peu plus compliquées mais qui sont un peu plus efficaces, c'est d'insérer des ARN antisens. C'est-à-dire antisens, ils sont complémentaires de l'ARN messager, qui est dans le bon sens lui. Et on va apparier cet ARN antisens sur l'ARN messager, ce qui va lui permettre de corriger, puisqu'on va avoir des ARN synthétases qui vont pouvoir corriger
la complémentarité avec l'ARN antisense qui lui est sain. Et ces ARN messagers, ils vont permettre de fabriquer des protéines fonctionnelles. Alors évidemment, là, on ne change pas par contre le gène, mais ça fait partie des thérapies géniques. Donc vous pouvez noter, la thérapie génique vise à fournir une copie saine du gène aux cellules atteintes par le phénotype malade. Des morceaux d'ADN peuvent ainsi être insérés dans des cellules pulmonaires, par exemple, via l'inhalation de vecteurs, entre parenthèses, ce sont des virus inoffensifs en général, fermez la parenthèse, porteurs du gène de remplacement. Évidemment, avec des technologies actuelles comme CRISPR-Cas9, ça va être plus facile et plus efficace de transférer ces gènes sains, ces allèles sains. Grand 2. Prédisposition génétique à certaines maladies. Donc vous aviez à regarder la page 310-311 et à analyser les 4 documents pour savoir si les maladies cardiovasculaires, par exemple, peuvent concerner tout le monde. Donc, l'idée là, c'est de mettre en évidence que à partir d'un génotype qui peut être porté des gènes de prédisposition génétique, prédisposition pour certaines maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, des cancers du sein par exemple, il y a aussi des facteurs environnementaux qui rentrent en jeu, liés à l'alimentation, la sédentarité, le tabagisme, UV, enfin, donc des agents mutagènes par exemple, ou des agents qui vont changer la physiologie, hein. Par exemple l'alimentation, l'obésité, ça peut entraîner des facteurs de risque pour le diabète de type 2 ou des complications du système du système vasculaire, hein, notamment avec des caillots sanguins qui peuvent se former. Et ça aussi, peut être lié à l'absence de sport, hein, la sédentarité. Donc l'ensemble gène plus environnement peut agir sur le phénotype et entraîner un risque plus ou moins élevé de développer une maladie. Donc dans le document 1, vous aviez une explication de ce que sont les maladies cardiovasculaires. Donc là, vous n'avez pas vraiment d'analyse à faire dans ce genre de document. Ce qu'il faut, c'est faire une paraphrase efficace. Par exemple, vous auriez pu dire que les maladies cardiovasculaires ont un gros impact sur la population malgré les progrès de la médecine et on cherche à en comprendre les causes. Dans le document 2, donc vous avez 2 graphiques. Donc dans le document 2 petit a là, on a un graphique qui nous montre que le groupe qui a des antécédents a plus de risques que le groupe sans antécédents. Ça montre qu'il y a bien des facteurs de risque qui sont génétiques. Par contre, ça montre aussi qu'il y a d'autres facteurs, puisque même ceux qui apparemment n'ont pas de facteurs de risque génétique peuvent mourir d'une mort subite due à un problème cardiaque. Dans ce document-là, on compare des jumeaux monozygotes et des jumeaux dizygotes. Donc les monozygotes, ils font partie du même œuf, ça veut dire qu'ils ont le même programme génétique. Les jumeaux dizygotes n'ont pas un programme génétique semblable, ils sont pas plus semblables que des frères et sœurs ou deux frères ou deux sœurs issus de grossesses différentes. Donc là, ce qu'on cherche, c'est à savoir quelle est la partie qui est purement génétique, en faisant la différence entre les deux. Donc les monozygotes, on voit, ils ont plus de risques de maladies cardiovasculaires, donc on établit bien que l'origine génétique est confirmée, d'autant plus que les dizygotes ont des risques qui sont multipliés, mais quand même moins que les monozygotes. Avec l'âge, on voit que les facteurs environnementaux se cumulent dans le temps et deviennent de plus importants que les risques génétiques. C'est ce qui explique la différence entre les dizygotes, les dizygotes pardon ici et les monozygotes
est de moins en moins importante, hein. La différence ici est faible, alors que la différence ici, elle était forte. Donc cette différence, elle est liée essentiellement au risque génétique, et puis ici, le risque génétique joue de moins en moins, c'est surtout l'environnement qui joue. Les individus pour lesquels le risque génétique est fort ont tendance à être atteints plus jeunes, indépendamment des conditions de vie. Le document 3. Alors, qu'est-ce qui nous montre ce document 3? Dans le groupe K, là, des personnes ayant eu un infarctus, on a 3/4 des personnes qui ont la mutation, donc ici, ici et ici. C'est ce qu'on appelle un gène de prédisposition. Et dans le groupe témoin, on a seulement 1/4 des personnes, celle-ci, qui a la mutation, le gène de prédisposition. Donc, on peut avoir la mutation et ne jamais faire d'infarctus, c'est le cas là, mais on peut aussi faire un infarctus et ne pas avoir la mutation. Par contre, on voit bien que le risque n'est pas le même. Si on a le gène de prédisposition, on a quand même 75% de risque, et si on n'a pas le gène de prédisposition, on a 75% de chance de ne pas faire d'infarctus. Enfin, le document 4, il vous montre que c'est le cumul des facteurs environnementaux qui a un impact sur le risque de développer cette maladie. Donc, vous pouvez noter dans votre cours l'épidémiologie d'une maladie, épidémiologie d'une maladie, est son étude dans une population. Point. Elle permet de déterminer des facteurs de risque qui peuvent être environnementaux et génétiques. On parle alors de maladies plurifactorielles. À la ligne. Ainsi, certaines maladies sont statistiquement corrélées. Corrélées, c'est C-O-2-R-E-L-E-E-S ici. C'est-à-dire qu'elles sont associées, entre parenthèses associées, à certains allèles sans que cette association soit absolue. On parle de prédisposition, qui augmente le risque de développer la maladie. En contrôlant l'environnement, on peut parfois réduire ce risque. Nous passons au grand 3, le génome et la cancérisation. Donc vous aviez regardé la page 312 à la lire. Donc là, vous avez un document qui est dont la coloration est artificielle évidemment, hein. On a mis les cellules cancéreuses en vert dans les alvéoles d'un poumon, et puis les cellules fonctionnelles, elles sont en blanc, hein. Et puis ici, on a la paroi des alvéoles pulmonaires avec des globules rouges. Donc ce document, il est extrêmement intéressant, hein. Il montre qu'une cellule mutée, elle peut éventuellement se mettre à se diviser de façon incontrôlée, de façon anarchique, et former une boule de cellules qu'on va appeler une tumeur. Cette tumeur, elle peut proliférer, devenir cancéreuse, et une de ses propriétés, c'est que des cellules peuvent se détacher. Alors d'abord, une tumeur comme ça, elle va être très richement vascularisée, parce qu'il va lui falloir, comme elle se divise beaucoup, il va falloir beaucoup d'énergie, beaucoup d'oxygène, beaucoup de nutriments pour faire toutes ces divisions. Et une fois qu'elle est vascularisée, des cellules vont pouvoir s'échapper par la circulation sanguine et éventuellement migrer ailleurs pour former à leur tour, ailleurs dans le corps, une autre tumeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire une métastase, c'est-à-dire une autre tumeur ailleurs. Donc, les cellules cancéreuses, leur caractéristique, c'est qu'elles vont être capables de se transformer, elles vont perdre la fonction qu'elles accomplissent au départ, elles vont devenir immortelles, donc elles ne vont plus s'autodétruire. Dans le cycle cellulaire, vous vous rappelez, quand on a fait le cycle cellulaire, on a vu qu'il y avait des checkpoints à chaque phase, hein, G1, S, G2, etc. Il y a à chaque fois un checkpoint pour passer d'une phase à l'autre, et s'il y a un problème,
il y a la possibilité que la cellule soit autodétruite. Dans le cas des cellules cancéreuses, elles ne répondent plus aux signaux d'autodestruction. Elles vont proliférer, donc elles se multiplient activement sans contrôle et forment une tumeur, d'abord de petite taille, aux cellules toutes identiques. Alors ça arrive qu'il y ait une excroissance dans un organe où il y a un petit kyste, mais qui n'est pas forcément, ça forme des kystes qui ne sont pas forcément du tout cancéreux. Quand effectivement toutes les cellules sont identiques, que ça utilise beaucoup d'énergie pour fabriquer ces cellules, on va avoir euh, un problème de fonctionnement dans l'organe. C'est-à-dire que ça va non seulement pomper beaucoup d'énergie, mais en plus l'organe va devenir dysfonctionnel. À ce moment-là, on est face à un cancer. Donc vous pouvez noter dans votre cours. Les cancers sont des maladies plurifactorielles, dans lesquelles une cellule somatique mutée, 2 points à la ligne, premier tiret, devient immortelle dans des conditions physiologiques. En effet, des gènes de contrôle du cycle cellulaire, entre parenthèses, codant pour la protéine P53 le plus souvent. Vous entendrez ce nom de la protéine P53 dans des exemples ou dans des exercices par exemple. Fermez la parenthèse. De réparation de l'ADN ou de l'apoptose, entre parenthèses, suicide cellulaire, fermez la parenthèse, sont touchés. À la ligne, deuxième tiret, se transforme et ne remplit plus son rôle initial, ce qui finit par gêner le fonctionnement de l'organe. À la ligne, troisième tiret, prolifère de façon incontrôlée, formant une boule de cellules, tumeur, capable de migrer dans l'organisme pour donner d'autres tumeurs, ce qu'on appelle des métastases, et consommant beaucoup de ressources du corps. Voilà. Donc vous pouvez noter aussi que tous les agents mutagènes sont donc potentiellement cancérogènes, c'est-à-dire les UV quand on s'expose trop au soleil, le tabac, l'alcool, les virus, toutes les drogues en général, etc., etc. Donc voilà, vous avez sur cette diapositive quelques exemples justement avec ce qui se passe pour la protéine P53. Qui est une protéine de contrôle du cycle cellulaire. Donc on a là un exemple où on peut, chez des souris, inactiver ce gène P53 ou le réactiver. Et on va mesurer le volume des tumeurs. Si on réactive ce gène, on va voir une diminution, une disparition de la tumeur, alors que quand il est inactivé, on va avoir des tumeurs. D'accord ? Donc, une mutation du gène qui contrôle la protéine P53, vous vous rendez bien compte que c'est assez compliqué. Et la protéine P53, vous voyez qu'elle va activer la réparation de l'ADN, elle va entraîner l'autodestruction des cellules anormales parce qu'elle va contrôler les différents passages d'une phase du cycle cellulaire à une autre. Alors, je vous ai mis là quelques exemples. Vous en avez d'autres dans vos livres. Je ne vais pas m'appesantir de trop. Juste un petit exemple là pour les peaux à risque, les peaux qui sont très claires, qui sont mal protégées par la mélanine face au soleil. Eh bien, il faut surveiller régulièrement les grains de beauté qui, par exemple, à force d'être abîmés par les UV, peuvent se transformer. Donc, vous voyez, devenir asymétriques, avoir des bords irréguliers, avoir des taches dans la coloration ou avoir des modifications de la taille ou de l'épaisseur. À ce moment-là, il faut se vérifier parce que ça peut être le début, ça, d'une tumeur cancéreuse. Et un cancer de la peau, ça peut être très, très dangereux. Autre exemple, vous voyez que là, je vous ai mis des campagnes anti-tabac. Fumer longtemps, même peu, augmente le risque de cancer. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. C'est le cas de toutes les inhalations de fumée, y compris les cigarettes électroniques, même si elles sont beaucoup moins dangereuses. Elles sont dangereuses, c'est quand même un risque supplémentaire. Et vous voyez la autopsie d'un meurtrier, vous avez sans doute déjà vu cette affiche-là. On a tous les produits ici dangereux qui sont dans le tabac et qui sont inhalés par les poumons. Donc forcément,
ils attaquent les cellules pulmonaires et notamment l'ADN des cellules et potentiellement peuvent entraîner des mutations qui vont être cancérigènes. Un autre sujet, grand 4, la résistance génétique des bactéries. Donc là aussi, un enjeu de santé publique important pour lequel vous aviez à regarder la page 316-317, vous aviez aussi un polycopié dont on va reprendre un peu les illustrations, hein. La résistance aux bactériennes aux antibiotiques. Vous deviez expliquer pourquoi les antibiotiques sont une ressource fragile. Vous avez tous vu cette publicité, hein, les antibiotiques, c'est pas automatique. Pour diminuer la consommation d'antibiotiques. Et puis vous aviez à faire les exercices 10 et 12 par écrit, mais vraiment en quelques lignes, page 323. Alors d'abord, pour vous expliquer le mode d'action des antibiotiques, donc j'ai choisi un petit peu là des illustrations un peu différentes qui sont celles de votre livre et qui est vraiment très très bien faite. Voilà une cellule bactérienne par exemple. Vous voyez que ce n'est pas une paroi telle que vous la connaissez, vous l'avez vu en enseignement scientifique, là, la membrane des cellules, hein. C'est un peu différente. Et c'est un peu différent. Et les antibiotiques vont être capables, par exemple, d'empêcher la synthèse de cette paroi. Ils vont être capables, par exemple, d'empêcher la synthèse de l'ADN. Ils peuvent faire des trous dans la membrane plasmique pour faire exploser la bactérie. Ils peuvent stopper la synthèse des protéines. Ils peuvent bloquer la production de vitamines indispensables au développement bactérien. Donc voilà comment agissent les antibiotiques. Ceci dit, les bactéries sont capables de fabriquer des protéines qui vont s'opposer à l'action des antibiotiques. Par exemple, elles peuvent fabriquer des protéines qui vont être des protéines transmembranaires qui empêchent les antibiotiques de s'accrocher à la membrane, ou elles vont être capables de fabriquer des protéines transmembranaires qui vont sortir les antibiotiques, refouler les antibiotiques de la cellule, ou elles vont fabriquer des protéines qui vont être des enzymes capables de dégrader l'antibiotique. Donc, tous ces gènes qui permettent de diminuer la perméabilité, de refouler les antibiotiques et de les dégrader, ce sont des gènes de résistance. Pour mesurer la sensibilité d'une souche bactérienne à un antibiotique, on fait ce qu'on appelle un antibiogramme. Donc, tous les antibiotiques, on a dit, ils n'ont pas le même mode d'action, puis certaines bactéries sont résistantes à certains antibiotiques, donc on n'a pas toujours un antibiotique qui est efficace pour une bactérie donnée. Donc quand on veut choisir un antibiotique pour un patient, on va faire un prélèvement bactérien, on va dans une boîte de pétri, sur une gélose, étaler les bactéries, faire un étalement de bactéries, et puis on va déposer, vous voyez ici, des pastilles imprégnées de différents antibiotiques. On les dispose assez éloignées les unes des autres sur la culture. Les colonies vont se développer, donc si vous regardez de tout près, on a plein de petites colonies là qui sont très serrées les unes les autres. Elles vont former une sorte de voile bactérien blanchâtre qu'on voit tout autour ici, hein, qu'on voit ici partout, hop, autour des pastilles. Autour des antibiotiques, par contre, on a une auréole où les bactéries ne se sont pas développées, hein. C'est pour ça qu'elle est très transparente. Ici, on voit ici aussi, pas là. Et puis ici, on a un détail, hein. Cette auréole a une surface où les bactéries ne se sont pas multipliées. C'est ce qu'on appelle une zone d'inhibition de croissance bactérienne. Parce que l'antibiotique, il va se diffuser en fait dans toutes les directions dans le gel, hein. Il va se diffuser et puis ici, au pourtour, là, il va être moins concentré évidemment que dans la pastille. Il va être de moins en moins concentré. Donc à partir d'un certain moment, les bactéries peuvent quand même se développer, mais plus elles se rapprochent de la pastille, plus c'est compliqué. Donc on va pouvoir comme ça
tester des antibiotiques différents, hein, c'est ce qu'on a fait ici, mais on peut aussi tester différents dosages du même antibiotique pour savoir quelle va être la dose efficace pour lutter contre un type de bactérie. Ici, évidemment, c'est cet antibiotique-là qu'il faudrait choisir. Celui-là, si le patient a des contre-indications avec celui-là. Mais évidemment, on ne va pas donner celui-ci. Donc là, vous aviez l'exercice 10 à faire pour comprendre un peu ce que c'était qu'un antibiogramme. Donc là, on a fait une culture d'Escherichia coli. Hein, E. coli, c'est E. coli, c'est Escherichia coli. C'est une bactérie qui est très très courante dans notre corps, mais qui, quand elle prolifère à un endroit, même si c'est une bactérie qui est assez peu pathogène, quand elle est en grand nombre, eh ben, elle peut entraîner des infections. Donc là, on a essayé, ce sont des bactéries qui peuvent être un peu résistantes, surtout pour des infections urinaires. Donc on a essayé de la phosphomycine, de la nitrofurantoïne, des fluoroquinolones, pardon, et de l'amoxicilline. Alors l'amoxicilline, c'est un antibiotique à large spectre très 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 courant. Vous en avez sans doute eu, il a un goût très particulier, vous en avez sans doute eu pendant que vous étiez petit, et vous voyez que là, il est très peu efficace. Hein. Le C, les fluoroquinolones ne sont pas efficaces du tout, et puis évidemment, si vous étiez médecin, vous prescririez les nitrofurantoïnes pour traiter Madame X. Donc on peut dire que, vous pouvez noter d'ailleurs dans votre cours, que les antibiotiques, ce sont des molécules qui possèdent la propriété de tuer, c'est ce qu'on appelle une propriété bactéricide, ou de limiter la propagation par inhibition de la multiplication des bactéries, c'est ce qu'on appelle des bactériostatiques. Donc bactéricide, ça tue les bactéries, bactériostatique, ça limite leur croissance, donc ça limite l'infection. Ils ont une certaine efficacité, ils ne sont pas efficaces contre toutes les bactéries. C'est ce qu'on appelle le spectre d'efficacité. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'amoxicilline, qui est un antibiotique qu'on dit à large spectre d'efficacité parce qu'il va pouvoir combattre un grand nombre de bactéries différentes. Il y a des antibiotiques qui ont des spectres d'efficacité qui sont très réduits et qui combattent une seule bactérie, par exemple. L'ennui avec l'amoxicilline, c'est qu'on l'a tellement utilisé dans tellement d'infections que peut-être on a sélectionné avec cette amoxicilline des bactéries résistantes à l'amoxicilline. Le premier antibiotique qui a été découvert, ça a été la pénicilline, P-E-N-I-C-I-2-L-I-N-E. Elle a été découverte par Alexander Fleming en 1928, par hasard, chez un champignon qu'on appelle le Penicillium glaucum. Glaucum parce qu'il est bleu, hein. Glauque, c'est une couleur bleu-vert. Alors c'est une histoire rigolote parce que il est parti en fait en vacances en laissant ses boîtes de pétri, enfin je sais pas si c'est lui ou son voisin qui a laissé ses boîtes de pétri sur sa paillasse sans les nettoyer. Et puis quand il est revenu, ils se sont aperçus que les cultures bactériennes avaient été colonisées par certains champignons et autour des champignons, les bactéries n'avaient pas poussé, ne s'étaient pas divisées. Alors évidemment, pour les deux chercheurs, leur expérience était complètement ratée, mais ils ont eu l'idée d'exploiter ce résultat qui a été extraordinaire puisque ça a été la découverte du premier antibiotique en 1928 et donc ça a été beaucoup utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu le prix Nobel Alexander Fleming. Fleming, c'est F-L-E-M-I-N-G. Il a eu le prix Nobel en 1945. Donc ça, c'est vraiment un nom à connaître. Donc sur cette diapositive, là, on voit que quand on utilise des antibiotiques, il y a plusieurs utilisations. Vous voyez qu'on peut les utiliser en soins sur la population humaine, c'est ce qu'on connaît le mieux, hein, soit dans des populations, soit à l'hôpital. Parfois, à force de les utiliser, on va obtenir des bactéries résistantes, on va sélectionner des bactéries résistantes parce que toutes les autres bactéries qui sont sensibles, elles meurent. Il ne reste plus que les bactéries résistantes qui, elles, vont se mettre à se multiplier. Et comme elles transmettent leur gène de résistance à leur descendance, on se retrouve avec une pullulation de bactéries résistantes.
Ces bactéries résistantes ou ces antibiotiques, ils peuvent se retrouver dans les eaux usées. Vous voyez qu'on utilise aussi les antibiotiques pour d'autres choses, l'amélioration de l'élevage, soins, c'est-à-dire qu'on utilise aussi des antibiotiques dans le monde vétérinaire. On les utilise pour soigner les animaux, mais on les utilise aussi parce que, comme les antibiotiques tuent les bactéries et tuent aussi les bactéries du tube digestif des animaux, les bactéries, elles consomment une partie finalement de ce que les animaux ont mangé, même si elles sont pas pathogènes. Et le fait d'avoir très peu de bactéries pour les animaux, ben, ça va leur permettre de mieux utiliser finalement ce qu'ils ont absorbé en termes de nourriture. Donc, donner concrètement des antibiotiques à des animaux, ça va favoriser leur croissance. Ils vont grossir plus vite. L'ennui, c'est que là aussi, on va sélectionner des bactéries résistantes, alors qu'on n'utilise pas les antibiotiques pour soigner des animaux, on les utilise juste pour les engraisser, on va quand même sélectionner des bactéries résistantes qui vont se retrouver là aussi dans les déjections, dans les eaux usées. Alors, les bactéries résistantes, mais aussi éventuellement les restes d'antibiotiques, hein, puisque c'est éliminé par les urines. Et puis on a des rejets d'antibiotiques par les industries productrices tout simplement. Et puis tous les déchets d'antibiotiques dont on ne se sert plus, qui peuvent éventuellement aussi se retrouver dans les eaux usées. Les eaux usées qui vont, même après être passées par des stations d'épuration, pouvoir encore éventuellement contenir des antibiotiques et être réutilisées pour l'alimentation humaine ou animale. Donc finalement, les antibiotiques vont circuler, une fois qu'ils sont mis en circulation, ils vont circuler beaucoup, ils vont sélectionner des bactéries résistantes, et ces bactéries résistantes vont se mettre aussi à circuler beaucoup. Donc on va se retrouver avec des bactéries résistantes et des antibiotiques qui circulent dans les populations, et on va voir en plus que les bactéries résistantes, même si elles ne sont pas pathogènes, c'est-à-dire qu'elles n'entraînent pas de maladie, elles peuvent transmettre leurs gènes de résistance. En effet, une bactérie, elle peut se connecter avec une autre bactérie par un petit diverticule de sa membrane qu'on appelle un pilus, et puis ça fait un pont entre les deux bactéries. Et vous savez que les bactéries, elles ont un ADN, un ADN principal, et puis elles ont aussi des petits plasmides qui font 32 000 paires de bases, des petits ADN ronds comme ça. Ce sont des ADN à double brin, hein, et elles peuvent en passer un brin à travers le pilus à une autre bactérie, un seul brin. Elle garde, si sur ces plasmides-là, il y a des gènes de résistance, elle garde le gène de résistance, mais elle en transmet une copie à une autre souche bactérienne. Donc vous vous retrouvez avec une bactérie qui est éventuellement une bactérie bénéfique pour votre digestion. Quand vous avez pris des antibiotiques, vous vous retrouvez avec des bactéries résistantes qui sont bénéfiques, ce qui n'est pas très très grave. Seulement, ces bactéries, elles sont capables de transmettre leur gène de résistance à d'autres bactéries qui ne sont pas de la même espèce, qui ne sont pas de la même souche, qui sont éventuellement des bactéries pathogènes. Et du coup, on se retrouve avec des bactéries pathogènes résistantes qui vont pouvoir transmettre leur résistance à leur descendance. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le transfert horizontal de bactérie à bactérie, pas forcément de la même souche, pas forcément de la même espèce, et puis le transfert vertical d'une bactérie mère aux cellules filles, aux bactéries filles, puisque les bactéries, vous savez que elles se multiplient en se divisant. C'est un paradoxe, hein, mais elles se reproduisent par scissiparité, c'est-à-dire qu'elles se coupent en deux, elles répliquent leur ADN, leur plasmide, et puis elles font deux cellules. Donc ça nous amène à ce petit exercice 12 que vous aviez à faire, à réfléchir en 2 ou 3 phrases. Et vous voyez que l'idée, c'est bien ça, c'est qu'on se retrouve avec une population de bactéries au départ, dans laquelle il y a des mutations spontanées. Et puis on traite par antibiotiques. Et quand on traite par antibiotiques, on va tuer toutes les bactéries ici qui sont sensibles et ne vont subsister par la sélection antibiotique que les bactéries résistantes. Et donc, à la population suivante, à la génération suivante, on va se retrouver avec beaucoup de bactéries résistantes, plus du tout de bactéries sensibles à l'antibiotique. C'est très important, ça, parce que pour vous, il faut que vous notiez bien que la mutation qui confère l'antibiorésistance, elle était
elle existait déjà avant le traitement à un antibiotique. Elle est arrivée par hasard, avant. Ce n'est pas l'antibiotique qui a déclenché la mutation, hein. Ça, c'est très important à bien comprendre. Donc, comme dans toutes les sélections, eh bien, ce sont des mutations qui arrivent par hasard et qui sont sélectionnées par l'antibiotique. Alors, plus on prend d'antibiotiques, surtout si on les prend pour des raisons qui ne sont pas forcément très légitimes, pas pour se soigner, ou parce qu'on a un rhume, on prend une angine qui est peut-être virale, on prend quand même des antibiotiques, eh ben, on va se retrouver à sélectionner des bactéries résistantes, même si elles ne sont pas pathogènes. C'est embêtant parce qu'elles peuvent transmettre leur gène de pathogénicité. Donc vous pouvez noter que la résistance aux bactéries résulte, à la ligne premier tiret, soit de mutations ponctuelles de gènes déjà présents et qui se transmettent de génération en génération. Ça, c'est la transmission verticale. Deuxième tiret, soit de l'intégration de petits brins d'ADN circulaires, entre parenthèses les plasmides, P-L-A-S-M-I-D-E-S, qui se transmettent de bactérie à bactérie. C'est la transmission horizontale. À la ligne, l'administration d'un antibiotique détruit les bactéries sensibles, mais pas les bactéries résistantes, qui sont ainsi sélectionnées. Débarrassées de la compétition avec les bactéries normales, les résistantes se multiplient, se propagent et même si elles ne sont pas pathogènes, peuvent transmettre leur gène de résistance à d'autres bactéries, favorisant ainsi le développement de nouvelles souches bactériennes résistantes, y compris parmi des bactéries pathogènes. Et je réinsiste, ce ne sont pas les antibiotiques qui font muter les bactéries, mais parmi les populations de bactéries, comme elles se multiplient beaucoup, eh bien, ils vont avoir aussi beaucoup de mutations et des mutations spontanées. Donc, il existe de très nombreux antibiotiques qui sont répartis dans des différentes familles. On en trouve de plus en plus, pas de plus en plus, mais on en a trouvé beaucoup depuis la pénicilline. Sauf que maintenant, on a un problème parce que certains antibiotiques ne sont plus du tout efficaces. On n'a plus que des bactéries résistantes. Donc, il faut inventer des nouveaux antibiotiques, mais il n'y en a pas forcément. Donc, il faut économiser les traitements antibiotiques, ne les prendre que quand c'est nécessaire. Et puis, les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça, c'était le slogan d'une campagne d'information. Bah, évidemment, puisque ces antibiotiques, ils n'ont aucun effet sur les infections virales, puisque les virus ne sont pas des cellules. Donc, les antibiotiques, ça sert à rien d'en prendre quand on a une infection virale. Donc, avant de prendre des antibiotiques, il faut être sûr d'avoir une maladie d'origine bactérienne. Alors, parfois, on donne quand même des antibiotiques, on prescrit quand même des antibiotiques à des gens qui sont malades d'un virus parce qu'on a peur que, chez les personnes âgées par exemple, on a peur que leur système immunitaire ne soit pas assez fort. Si on a une baisse d'immunité à cause du virus, eh bien on risque d'avoir en plus une infection bactérienne qui vienne de façon totalement opportuniste rendre la personne malade. Donc parfois on donne des antibiotiques en plus, mais c'est que chez les personnes fragiles. Ainsi, avec une population résistante, on se trouve à court parfois d'un antibiotique efficace. Et ça, c'est très très ennuyeux, surtout dans les maladies nosocomiales qui se trouvent dans les hôpitaux, où on peut attraper, où il y a beaucoup de bactéries résistantes, et c'est très dangereux, puisque évidemment, les gens qui vont à l'hôpital, en général, ils y vont parce qu'ils sont déjà affaiblis par une maladie. Donc vous voyez que d'année en année, le nombre de bactéries hautement résistantes augmente. Alors voilà, elle arrive un peu tard ma diapositive, mais vous voyez que voilà un plasmide, un double brin. Il se forme un pilus entre les deux bactéries, et puis il y a un des brins qui va passer par le pilus. L'ADN est répliqué, et puis on se retrouve avec les plasmides dans les deux bactéries qui sont toutes les deux résistantes. Alors s'il y a un gène de résistance dans une des bactéries, ben, l'autre va l'avoir aussi. Et pour finir, le respect de la posologie.
Alors la posologie, c'est le mode de prise du médicament. Donc ça concerne la dose prescrite, c'est-à-dire la concentration de l'antibiotique dans le cachet, il y a parfois différentes concentrations, la fréquence à laquelle on le prend, le matin, le midi ou le soir, ou une seule fois par jour par exemple, et puis la durée du traitement. En général les antibiotiques, on prend un traitement pour 8 jours. Alors ils sont efficaces en général au bout de 48 heures, on se sent plus du tout malade, mais pour autant il ne faut pas arrêter le traitement parce que il y a encore beaucoup de bactéries peu résistantes mais qui n'ont pas été détruites. Donc il faut finir de tuer toutes les bactéries un maximum pour ne pas conserver de bactéries résistantes. Donc c'est très important de garder 8 jours de traitement d'antibiotiques. Et c'est aussi important de ne pas réutiliser les antibiotiques d'un traitement précédent parce que vous avez vu que l'efficacité des antibiotiques, elle dépend des bactéries qui sont des bactéries pathogènes de la maladie. Et même si on a les mêmes symptômes, ça peut ne pas être les mêmes bactéries. Donc il faut se méfier parce qu'à chaque fois qu'on prend des antibiotiques alors que c'est pas efficace, eh ben, on va sélectionner des bactéries résistantes. Donc quand on prend un traitement antibiotique, on respecte la posologie, on le prend à fond de manière à ne pas conserver de bactéries résistantes, ou en tout cas le moins possible, et on ne réutilise pas les antibiotiques qu'on a déjà utilisés. Alors attention, les antibiotiques vétérinaires et les antibiotiques humains sont pas les mêmes. Les animaux supportent pas les mêmes antibiotiques, donc faut surtout pas donner à votre chien, à votre chat des médicaments pour l'homme, destinés à l'homme. Voilà, le chapitre 6, variation génétique et santé est fini. Je vous remercie de votre attention.